Alors, il est 18 heures. On va commencer le webinaire sur le retour à l'école des enfants atteints de maladies neuromusculaires. Alors, je voudrais tout d'abord remercier tous les participants de vous joindre à nous. Merci aussi à nos conférenciers d'avoir accepté de venir nous parler de ce sujet chaud. Le sujet de la rentrée pour les enfants et les jeunes amène beaucoup de questions, beaucoup de craintes. C'est pour ça qu'on voulait organiser ce webinaire-là pour vous, pour répondre à certaines questions, peut-être diminuer certaines craintes. Alors, voilà. Je vous explique tout de suite les consignes et je voudrais mentionner aussi que c'est le premier webinaire en français. Alors, on en a eu quand même quelques-uns en anglais que vous pouvez consulter sur notre page YouTube. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, ben, il y a quand même les sous-titres en français qui sont ajoutés. Ça va être la même chose pour cette conférence-là, dont les sous-titres vont être ajoutés en anglais. Donc, c'est la première édition d'un webinaire en français et on espère, mais on prévoit et on va en planifier plusieurs autres. Alors, les consignes, il n'y aura pas de questions live verbales. Par contre, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions dans le petit Q&A que vous voyez dans le bas du Zoom, ou vous pouvez aussi utiliser le chat et envoyer la question soit à tout le monde, soit à moi personnellement, Marie-Hélène Bolduc, et moi, je pourrais poser la question aux conférenciers. On avait demandé aux gens lors de l'inscription s'il y avait des questions de nous les envoyer. Alors, on a déjà préparé ces questions-là et on va vous les présenter à la fin. D'ailleurs, des gens, il y a eu des petits soucis techniques. Les gens ne devaient pas entrer avant 6 heures et on était en train de discuter avec les conférenciers. Il y en a peut-être qui ont eu des scoops sur les questions qui vont être posées. Mais en tout cas, désolée pour ces soucis techniques-là. Alors, on va commencer tout de suite. Et là, je vous regarde, mais quand je vais regarder la présentation, je suis désolée, je vais devoir regarder de côté. Alors, je vais vous présenter les 4 conférenciers et ça va être dans l'ordre de présentation. Alors, il va y avoir Dr. Marc Soucy, qui est pédiatre au CHU de Sherbrooke, Dr. Tanziem Nguyen, pneumologue au CHU Sainte-Justine, Dr. Cécile Ciuta-Walti, neurologue au CHU de Sherbrooke, et Dr. Anne Fournier, cardiologue au CHU Sainte-Justine. Alors, on va commencer tout de suite avec notre premier conférencier, Dr. Soucy. Dr. Soucy est pédiatre au CIUS de l'Estrie, CHU, pédiatre de la Clinique des maladies neuromusculaires du CIUS de l'Estrie, CHU, professeur adjoint de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Alors, merci beaucoup, Dr. Soucy, d'être ici avec nous. Vous pouvez y aller avec votre présentation. Je crois que Dr. Soucy va nous parler de la COVID-19 pour commencer, pour introduire le sujet. Parfait, merci Mme Bolduc. Donc, ça me fait plaisir d'être là ce soir avec vous. On ne vous voit pas, mais on voit qu'il y a quand même 40 participants là, dans la petite chose en bas. Donc, ça me fait plaisir d'être ici pour vous. J'avais justement une clinique cet après-midi au CHU, donc j'arrive tout juste de là, c'est tout frais. Donc, on s'est partagé les rôles, l'équipe qui sommes là pour partager un peu différentes facettes du COVID et des maladies neuromusculaires. Mon rôle à moi aujourd'hui, c'était plutôt de parler de façon générale de la COVID. Je pense que plusieurs gens entendent beaucoup parler de la COVID, donc en lisant les médias et tout ça, donc je n'apprendrai peut-être pas rien de nouveau à personne, mais je vais quand même aborder ça, puis un peu l'expérience pédiatrique au Québec, au Canada et puis un peu dans le monde, en lien avec surtout la population pédiatrique et puis peut-être plus spécifiquement de la population pédiatrique avec des maladies neuromusculaires, qui est le groupe qui sont en ligne aujourd'hui. Donc, la COVID-19, c'est un virus qui est apparu en 2019, d'où le nom 19 là, dans le nom. Et puis, arrivé chez nous là, vers février-mars à peu près.
Donc, tout le monde a vécu un peu la même chose avec l'arrivée du virus, le confinement général et puis le déconfinement progressif au niveau en ce moment, là, rendu en août 2020. Donc, la COVID, comme c'est un virus qui est principalement un virus qui donne des symptômes respiratoires, malgré qu'on sait qu'il peut y avoir d'autres organes qui peuvent être atteints, mais à la base, c'est un virus qui est surtout de manifestation respiratoire. Et puis, pour ce qui est de la présentation clinique, la façon que ça se présente chez les patients plutôt et spécifiquement les enfants, ce que je peux vous dire, mon expérience au CHU Fleurimont et mes collègues à Montréal pourront aussi enchérir, c'est que ce qu'on remarque, c'est que les enfants d'âge pédiatrique, du nouveau-né jusqu'à 18 ans, sont peu affectés ou peu ou pas malades du COVID-19. Donc, on ne sait pas trop pourquoi. Ça semble se clarifier avec le temps. Vous comprendrez que c'est un virus qui est vraiment nouveau. Donc, c'est un virus qui n'existait pas avant. La famille de ce virus-là, on le connaît, mais c'est comme si on part à zéro. Donc, on a beaucoup à apprendre. Puis, ce qu'on apprend là, dans les derniers 6 mois ou peut-être plus 9 mois avec la Chine puis l'Europe, c'est que les enfants sont beaucoup moins susceptibles de l'attraper et surtout beaucoup moins susceptibles d'être malades du COVID-19. Donc, on ne sait pas pourquoi. On pense que c'est plus au niveau cellulaire, la façon que le corps reçoit le virus, puis qu'est-ce qu'il fait avec. Mais clairement, ce qu'on voit, c'est que les enfants sont peu affectés par le COVID-19. Ceci étant dit, au Québec, si on parle plus spécifiquement du Québec, dans les dernières données que j'ai regardées, peut-être plus à la fin du printemps, le début été, c'est qu'au Québec, de tous les gens qui ont attrapé le virus, les enfants représentaient à peu près, certainement en bas de 5 plutôt dans les 2-3 5 des patients qui ont attrapé le COVID-19 et que les enfants malades qui ont dû être hospitalisés pour le COVID-19 était plutôt 0,5 à peu près, à 1 Donc, de tous les gens qui ont été hospitalisés pour le COVID, les enfants d'âge pédiatrique, tout confondu, les enfants en bonne santé ou les enfants avec des maladies chroniques, c'est vraiment un très, très petit nombre qui ont dû être hospitalisés pour ça. Ça inclut l'hospitalisation sur une unité de pédiatrie habituelle et même et surtout au niveau des soins intensifs. Donc, très peu d'hospitalisation au Québec, au Canada en tout cas. Aussi, c'était décrit par nos collègues dans d'autres centres universitaires à travers le Canada. Donc, ça, c'est l'ensemble un petit peu plus global de la pédiatrie du COVID-19 au Québec et au Canada. Pour ce qui est des maladies neuromusculaires, tout confondu, parce qu'on sait qu'il y en a quand même plusieurs. Encore là, il n'y a certainement rien qui ressort dans les données, là, quand on lit les journaux scientifiques ou dans les articles scientifiques, que cette population-là ne ressort pas comme des patients qui sont plus malades que les autres atteints du COVID. Donc, c'est l'expérience au Québec, puis mes collègues pourront me corriger si je me trompe, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que nos patients neuromusculaires au Québec, au Canada, ne sont pas une population qui sont plus malades que les autres avec le COVID-19. Moi, mes patients dans notre clinique à nous, on n'a pas eu de patients qui ont été malades avec le COVID-19 à ma connaissance en tout cas. Donc, c'est très rassurant ce qu'on voit à date certainement dans nos patients atteints de maladies neuromusculaires, toutes confondues. Donc, la dystrophie, la myotrophie spinale, il y en a quand même plusieurs. Là. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris là, quand j'ai révisé un petit peu tout ça dans les derniers mois. Donc, en gros, c'est ça un petit peu, moi, que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est important, je souligne que ce qui nous protège du virus, c'est la distanciation, c'est mettre le masque, c'est se laver les mains avant, après avoir, en tout cas nous, avoir des patients avant, après. La même chose pour vous et vos enfants. Donc, c'est important de suivre les recommandations de la santé publique. Et puis aujourd'hui, on pourra parler un peu plus tantôt avec les questions du retour à l'école.
Ma collègue, Dr. Nguyen, va nous parler tantôt là, de la lettre qui a été envoyée ou qui a été faite par toutes les équipes au Québec, là, les équipes neuromusculaires dans les 4 centres hospitaliers. Donc, ça va être abordé un petit peu plus en détail tantôt là, avec ma collègue, Dr. Nguyen. C'est un peu ce que j'avais à dire. Donc, on va sûrement répondre à vos questions tantôt qui vont être sur le chat. Et puis, je laisserai la parole peut-être à Dr. Nguyen, je pense qu'il était prévu de parler la prochaine. Ou Oui, Mme Bolduc, alors, peut-être. oui, je vais la présenter. Alors, j'essaie de changer de... alors, Dr. Nguyen s'est jointe au service de pneumologie du CHU de Sainte-Justine et à la clinique neuromusculaire du Centre de réadaptation Marie-Enfant en 2012. Elle a développé une expertise pour le suivi des complications respiratoires chez les patients porteurs de maladies neuromusculaires et chez les patients ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques. J'espère que je le dis bien. Alors, Dr. Nguyen est pneumologue pédiatrique au CHU Sainte-Justine. Et j'essaie de... OK, bon, je suis rendue. Dr. Nguyen, dites-moi quand je dois changer la slide pour aller à la lettre et à votre autre diapositive. Parfait, merci Mme Bolduc. En fait, nous, les 4 centres universitaires, on s'est rencontrés dans le but de discuter ensemble un peu ce qui a été mentionné par Dr. Soucy. C'est quoi les risques pour les patients neuromusculaires en termes de complications? Parce que je pense que c'est clair dans la littérature, c'est que les patients avec maladie neuromusculaire ne semblent pas attraper le COVID de façon plus fréquente que les autres. Par contre, c'est qui ont un risque plus accru pour développer des complications. Puis quand on regarde ça, c'est sûr que vu que c'est une maladie pulmonaire, c'est au niveau respiratoire, c'est les patients qui ont une certaine atteinte pulmonaire qu'on peut considérer qu'il y a un potentiel de risque. Et parmi ceux-là, c'est les patients qui ont une faiblesse des forces musculaires. Donc, quand on parle des forces musculaires, pour les patients qui sont suivis par les cliniques neuromusculaires, vous savez que vos enfants vont, à un certain âge, vont passer des tests de fonction pulmonaire et également à ce moment-là, selon les résultats et l'évolution de l'enfant au niveau clinique, va avoir des rencontres avec le pneumologue et ensuite de ça, avoir des prescriptions de type cough assist, d'appareils respiratoires et également de ventilation la nuit. Quand la faiblesse musculaire progresse et devient plus sévère, à ce moment-là, ils vont avoir une ventilation non seulement la nuit, mais également le jour. Et on peut dire que les patients qui ont une atteinte des forces respiratoires les plus faibles, en général, c'est ceux qui vont avoir une ventilation de nuit et de jour. Donc, nous, on a discuté ensemble, les 4 centres universitaires. Il y a 17 médecins qui ont participé, sans mentionner tous les professionnels de la santé qui participent aux cliniques neuromusculaires. Et pour nous, je vais demander peut-être à Mme Bolduc de vous montrer la lettre. On a discuté des risques et on a fait une lettre qui est envoyée, qui sera envoyée par votre clinique, qui serait probablement déjà même reçue par certaines familles pour faire des suggestions sur le retour à l'école et qui sont les patients potentiels qui sont les plus à risque. Je vais demander de passer à la prochaine diapositive. Donc, pour ceux que c'est clair qu'ils ont un risque de façon majorée pour avoir une complication à la COVID, c'est les patients, comme je vous ai mentionné, qui ont les faiblesses au niveau des muscles respiratoires les plus sévères. Et donc, les patients avec un support respiratoire, on parle de BiPAP la nuit et également une ventilation de jour, que ce soit de façon avec une pièce intermittente de jour ou une ventilation avec un masque de jour. Okay? Donc, on a dit que cette catégorie, en fait, de patients semble les plus à risque. Et à ce moment-là, on va déconseiller le retour physique à l'école.
Encore une fois, c'est sûr que c'est des recommandations médicales, puis il y a une discussion avec les familles qui se sont faites ou qui vont être faites. Pour les autres patients qui ont une faiblesse de la force respiratoire, à ce moment-là, il est conseillé à ce moment-là de discuter avec leur médecin, voir s'il y a une indication de retourner ou pas à l'école. Mais généralement, si l'enfant n'a pas d'appareil de coffre à 6 ou de BIPAP, ceux-là, généralement, ne sont pas considérés avoir des faiblesses de la force musculaire, respiratoire. Et en général, la grande majorité, à ce moment-là, peuvent retourner à l'école, étant donné les bénéfices escomptés sur une scolarisation sur place. Donc, un apprentissage qui est beaucoup plus favorable qu'une école à distance ou à la maison. Donc, voilà. Je vais répondre aux questions. J'ai vu plusieurs questions passées qui semblent respiratoires, mais je vais attendre à la séance des questions pour les répondre. Merci, Dr. Nguyen. Je veux seulement vous dire que je note toutes les questions aussi. Je voudrais dire à tout le monde qu'il y a déjà des questions qui ont été préparées. Certains d'entre vous qui m'ont envoyé une question dans le chat, ces questions sont déjà présentes à la fin des présentations. Alors, sinon, je les prends en note et si on a le temps, on va pouvoir y répondre. Alors, notre prochaine conférencière, c'est Dr. Cécile Ciotat-Walti, qui est professeure agrégée, chef de service de neuropédiatrie au département de pédiatrie de l'Université de Sherbrooke. Alors, merci, Dr. Walti, d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Mon rôle était de vous parler de l'immunosuppression provoquée par les traitements qu'on peut recevoir, et tout particulièrement des glucocorticoïdes, de la prénisone, qui est donnée de façon chronique et qui a des effets positifs, anti-inflammatoires, anti-allergiques, mais aussi une immunosuppression qui est certainement variable en fonction de l'âge, beaucoup plus faible chez l'enfant que chez la personne âgée, mais néanmoins qui pose question, est-ce que c'est plus dangereux d'être immunosupprimé et d'attraper la Covid? Donc, je ne suis pas expert immunologiste, mais ce qui a été montré, rapporté, pour l'instant, avec tous les millions de gens qui ont été infectés, évidemment, on sait que les enfants, beaucoup moins. Il n'y a pas eu de surreprésentation d'enfants immunosupprimés. Et donc, ils ne semblent pas plus malades sévèrement, mais encore une fois, c'est ce qu'on rapporte, et c'est ce qui fait vraiment pencher la balance pour un retour à l'école si les autres conditions respiratoires le permettent, étant donné le bénéfice du retour à l'école par rapport à un confinement à la maison et l'école à la maison, en sachant que c'est vrai que cette immunosuppression qui donc fait à risque qu'on attrape peut-être plus facilement le Covid, et encore ceci reste à prouver, ne semble pas s'accompagner en tout cas des formes hospitalisées, puisque ce n'est pas rapporté. Et puis, je voudrais juste faire un tout petit aparté. Comme vous le savez, on n'a pas de traitement encore de la Covid spécifique, mais on sait que les formes sévères sont améliorées avec la cortisone à forte dose pour son effet anti-inflammatoire. Voilà. Donc, ça, c'est un point quand même non négligeable dans la discussion. Et puis, sur l'immunosuppression, eh bien, par la prénisone, il faut savoir que si les enfants, bien sûr, peut-être le danger le plus important, c'est que s'il y avait une infection, que ce soit Covid ou une autre infection virale,
Bien sûr, il ne faut pas arrêter le traitement parce que comme la prednisone met en repos notre glande surrénale qui est très importante pour produire la cortisone, c'est sûr qu'il faut prévenir, il ne faut pas arrêter. Et si l'enfant ne peut pas la prendre, il faut prévenir bien sûr son médecin pour qu'on puisse hydrater l'enfant et faire le traitement adéquat. Voilà. Puis je participerai à la réponse aux questions si... Parfait. Merci beaucoup, Dr. Ciotta. Alors, notre prochaine conférencière est Dr. Anne Fournier. Dr. Fournier a joint le service de cardiologie pédiatrique en 1986 comme chef du laboratoire d'électrophysiologie. Elle assure le suivi des enfants porteurs de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs et répond aux consultations pour les patients porteurs d'arythmies complexes. Elle est aussi responsable du développement des cliniques itinérantes du service de cardiologie. Dr. Fournier s'est impliqué auprès de la communauté en mettant sur pied, en collaboration avec des parents d'enfants cardiaques, la Fondation québécoise pour les enfants maladies du cœur en cœur. Dr. Fournier est aussi responsable de la clinique de cardiologie au Centre de réadaptation Marie-Enfant. Elle y œuvre depuis plus de 20 ans et assure aussi le suivi à l'âge adulte de la clientèle avec maladies neuromusculaires lors de leur transfert au Centre de réadaptation Lucie Bruno. Alors, bienvenue et merci d'être avec nous, Dr. Fournier. Je vais changer la diapo. Voilà. Vous me direz quand ce sera le temps de... Merci, Mme Bauduc. On peut tout de suite passer à la diapo suivante. Alors, quand on a entendu parler de la COVID au début, tout de suite, le mot cardiaque a été sorti, puis les patients cardiaques sont malades, puis c'est grave la COVID, et n'importe quel problème cardiaque était un facteur de risque pour la COVID. Mais on parle de problèmes cardiaques chez les adultes, et l'hypertension sortait comme un facteur de risque. Alors, on ne savait pas, nous, les cardiologues pédiatres, comment ça allait se transposer pour la population pédiatrique. Et on a décidé, les cardiologues pédiatres pan-canadiens, de faire un programme de surveillance sur la COVID-19 pour les enfants cardiaques. Alors, tous les centres qui traitent des enfants avec des cardiopathies congénitales au Canada ont mis ensemble leur cas de COVID-19. Et pendant la période du 15 mars au 15 mai, il y a eu 5 enfants qui ont fait la COVID seulement. Et parmi ces 5-là, il y en a qui avaient des malformations cardiaques très graves. Là. Il leur manquait la moitié du cœur. Il y en a quelques-uns il n'y en a aucun qui a été hospitalisé, je m'excuse, et ils ont tous récupéré très bien de la COVID. Alors ça nous a vraiment rassurés. Et s'il y avait des enfants qui avaient une atteinte cardiaque liée à une maladie neuromusculaire, ils auraient pu être inclus dans ce groupe de patients-là et on n'en a trouvé aucun. Alors, les enfants cardiaques, comme n'importe quel autre enfant qui a une maladie chronique, font peu la COVID, puis quand ils la font, ils ne sont pas beaucoup malades. Et c'est ce qu'on a vu au Canada au printemps dernier. Fait que c'était très rassurant et c'est ce qu'on a vu, nous, au Canada, quand on regarde les autres pays où il y a eu beaucoup de cas de COVID, les Américains, les Italiens, c'est toute la même chose partout. Alors, l'école commence, on nous a demandé est-ce que vous pouvez regarder quels enfants cardiaques peuvent aller à l'école ou non. Et on a fait des listes, on a regardé quels enfants, mais c'est très, très peu des enfants cardiaques chez qui on va défendre ou on va suggérer de ne pas aller à l'école parce qu'ils sont à risque. Et vous l'avez là, puis je vais revenir là-dessus. Et ce qui touche surtout les enfants avec maladies neuromusculaires, le cœur, c'est un muscle. Et vous le savez, beaucoup des enfants qui sont suivis en clinique de maladies neuromusculaires ont aussi des atteintes cardiaques. Et les problèmes cardiaques qu'on va voir chez les enfants avec maladies neuromusculaires, c'est de la faiblesse du cœur qui se manifeste par une insuffisance cardiaque sévère ou de l'hypertension pulmonaire. Mais ceux chez qui on va dire qu'il est mieux de parler à l'école, c'est ceux quand ces problèmes-là de cœur malade, c'est sévère, ou ceux qui ont trop de pression dans les poumons, mais de façon sévère. Et par cœur, de ce que je me rappelle de toute la clientèle qui est suivie à Marie-Enfant en maladie neuromusculaire, il n'y en a aucun de ces enfants-là
qui présentent soit une hypertension pulmonaire sévère ou une insuffisance cardiaque sévère. Oui, il y a des enfants qui ont des atteintes cardiaques dans leur tête. Aucun se qualifie pour avoir le critère de sévérité. Il y en a chez l'adulte, mais pas du tout dans la population pédiatrique. Et juste pour conclure, en printemps dernier, j'ai reçu un téléphone d'un des jeunes patients qui était hospitalisé à Notre-Dame parce qu'il avait une dystrophie musculaire de Duchenne. Il prenait du Deflazacort, puis il était hospitalisé pour la COVID. Puis il se promenait partout dans le corridor, mais il y avait juste la COVID, là. Il voulait se promener, il essayait de le garder dans sa chambre, mais lui, il ne voulait pas rester dans sa chambre parce qu'il ne se sentait pas assez malade. Alors, c'est le cas que j'ai été témoin d'un jeune avec une maladie neuromusculaire, un jeune adulte qui a fait la COVID puis qui était hospitalisé, puis attendait juste que son test soit négatif pour retourner dans son centre. Alors, en résumé, en cardio, on n'est pas inquiet. Et chez nos patients avec maladie neuromusculaire, on n'a aucun qui se qualifie pour une absence de retour à l'école à cause de son cœur. Merci. Merci beaucoup, Dr. Fournier. Alors, on va maintenant passer aux questions. Comme je disais tout à l'heure, il y a certaines questions qui m'ont été envoyées avant, alors j'ai pu les mettre dans la présentation. Et si on a le temps, à la fin, on pourra poser les autres que j'ai eues dans le chat. J'ai vu aussi des mains levées. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, me les envoyer dans le chat ou dans l'option Q&A pour poser des questions. Alors, allons-y. La première question, dans le transport en commun, la règle des 2 mètres ne sera pas respectée. Dois-je prendre la responsabilité du transport de mon enfant? Alors, qui aimerait répondre à cette question-là? Dr. Soucy? Oui, ça va. Je peux essayer de répondre. Écoutez, c'est sûr que dans les consignes de santé publique, la distanciation est une certainement qui revient continuellement avec le masque et puis le lavage des mains. Pour travailler dans un centre hospitalier comme mes collègues où il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens, et pour se promener, le 2 mètres, c'est pas facile. C'est pas facile de garder une distanciation de 2 mètres. Donc, je peux comprendre dans le transport en commun que ça va être difficile. Dans les autobus scolaires, j'imagine que c'est ça un petit peu la question. Donc, la responsabilité du transport de votre enfant demeure la vôtre si c'est la décision que vous voulez prendre. Donc, je ne connais pas le cas spécifiquement, mais ça demeure une décision personnelle à la famille. J'ose espérer que ça va être possible le 2 mètres dans l'autobus. Est-ce que ça devrait être un critère d'exclusion des transports en commun si le 2 mètres pile n'est pas respecté? Moi, je dirais que non. C'est mon opinion personnelle. Si, par contre, c'est un autobus qui est bondé et puis vous êtes inquiet, bien, je pense que c'est vraiment une décision personnelle que vous devez prendre en famille. Je pense qu'on doit respecter ça certainement. Mais pour le transport scolaire, en tout cas, j'ose espérer qu'il va y avoir certains efforts qui vont être mis en place pour respecter le plus possible le 2 mètres. Je rajouterais juste ici qu'on peut utiliser le masque aussi. Et oui, vraiment, c'est tout à fait impossible. Le 2 mètres, c'est sans masque. Alors, on peut se rapprocher les uns des autres si on est capable de porter le masque, si l'enfant est capable de porter son masque. C'est Dr. Fournier. Dans ma tête, le masque était en place, c'est sûr. Oui. Merci. Alors, c'est très important. La prochaine question parle un petit peu du masque, mais de d'autres équipements aussi de protection personnelle. Alors, ce qu'on nous dit, mon enfant a droit à une préposée qui est fournie par l'école. Celle-ci n'aura que les masques qui seront fournis par l'école. Les gants et les sarraux ne le sont pas. Est-ce que ceci représente des risques accrus pour mon enfant? Je peux peut-être répondre. Oui. On en a parlé un petit peu ensemble avant la conférence. Donc,
Je veux dire, dans le milieu scolaire, c'est pas indiqué de mettre des gants ni des sarraux. C'est les masques, c'est la distanciation, c'est le lavage des mains. C'est ça les recommandations. Puis, en clinique, exemple, là, en tout cas les cliniques ici, dans un milieu qui n'est pas infecté dans un CHSLD, sur un étage de COVID, c'est vraiment les masques, le lavage des mains, la distanciation qui demeurent les 3 choses à respecter et pas les gants et les sarraux, certainement pas dans un milieu scolaire. Merci beaucoup, Dr. Soucy. Alors, je vais passer à la prochaine question. Je veux juste dire à ceux qui m'envoient des questions dans le chat, je suis toujours en train de les prendre en note, puis on va les passer à la fin. Ça n'a pas été déjà répondu. Alors, ce qu'on nous demande, quels sont les risques d'attraper la COVID-19 pour un enfant atteint de maladies neuromusculaires? Je sais que Dr. Fournier, tout à l'heure, vous aviez dit qu'on n'en avait pas entendu parler, que le seul cas qu'on avait entendu parler était en forme et se promenait dans l'hôpital. Mais est-ce qu'il y a des pourcentages? Est-ce qu'il y a des données qui vous permettent de répondre à cette question-là? Il n'y a pas de données là-dessus. Je peux peut-être me permettre de répondre à cette question-là. La première question, donc, quels sont les risques d'attraper le COVID-19? En fait, le risque pour l'attraper par rapport à la population générale, à date, ce qu'on a, ça semble qu'ils n'ont pas plus de risques. C'est plus le risque de complications chez une population particulière des neuromusculaires. Donc, je pense que ça rejoint aussi, y a-t-il eu des enfants ou des jeunes atteints de maladies neuromusculaires qui ont eu la COVID? C'est sûr qu'il y a un certain biais du fait qu'il y a un confinement, donc nos patients sont probablement un petit peu plus, en plus surprotégés, si je me permets de dire ça. Donc, nous, dans la population pédiatrique, dans la clinique de Marie-Enfant, à Sainte-Justine, on est quand même le centre de référence pour la COVID chez les enfants. On n'a pas eu de patient neuromusculaire qui a été malade. J'ai parlé avec mes confrères en pneumologie adulte et quand j'ai parlé à ma collègue Dr. Kaminska, ils ont eu quelques patients, puis même les patients neuromusculaires qui sont ventilés, ils sont en fait en majorité, il n'y a pas eu de cas de décès, ils sont sortis de l'hôpital ou parfois il y a des patients qui ont eu une infection sans avoir eu besoin d'hospitalisation. Donc, ça rejoint ce qui a été mentionné par Dr. Fournier plus tôt. J'aimerais peut-être ajouter, Dr. Nguyen, si vous me permettez, on parle beaucoup de la COVID, puis je parlais à des collègues, Dr. Valti, hier, que si on fait le parallèle avec des virus, autres virus qui viennent à chaque année au Québec, hein, le VRS et l'influenza, la grippe, la discussion qu'on a entre collègues, entre médecins, pour nos patients pédiatriques et surtout nos parents neuromusculaires, c'est que l'influenza, la grippe, nous fait beaucoup plus peur que la COVID. Nos patients neuromusculaires sont beaucoup plus malades avec la grippe que le COVID, ce qu'on voit à date, en tout cas, là, depuis le 6-9 mois que ça dure. Donc, je ne sais pas si mes collègues sont d'accord, mais moi, j'ai toujours plus peur. J'ai plus peur de l'influenza qui s'en vient que la COVID en ce moment en lien avec mes patients neuromusculaires. C'est ça la réalité. Les patients hospitalisés pour des VRS, qui est un virus respiratoire là, qui donne les bronchiolites chez les petits bébés, mais aussi les patients avec des maladies neuromusculaires, c'est pas un virus qu'on aime bien, même chez les plus vieux. Et l'influenza, ça fait des hospices. Ça, on envoie des patients hospitalisés à chaque année en pédiatrie et aux soins intensifs. Donc, c'est juste pour relativiser un petit peu les choses. Donc, je suis sûr que Dr. Nguyen est d'accord, Dr. Fournier, Dr. Valti aussi. C'est ça qui s'en vient aussi là, en novembre. Puis, tu sais, je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi en lien avec la COVID. Je rejoins tout à fait je m'excuse, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est mentionné par Dr. Soucy, puis je pense que je tiens à rappeler que d'ailleurs, la vaccination antigrippale est toujours recommandée à chaque année, mais encore plus davantage dans un contexte de pandémie et qu'il ne faut pas oublier que les mesures de prévention comme une vaccination aux préveneurs de façon adéquate ainsi que le pneumovax
sont des vaccinations très importantes, justement, et que c'est quand même des infections qui, à chaque année, reviennent, dont les patients devraient, en fait, avoir tout leur carnet de vaccination habituel qui doit être rempli et respecté tel que recommandé par vos cliniques. Merci, Dr. Nguyen. C'était justement ma question. Est-ce qu'il y aura vaccination pour la grippe saisonnière? Est-ce que vous recommandez, parce que ça, c'est une question aussi que j'ai vue dans les questions qui ont été posées par les participants. Je pense qu'on a couvert toutes les autres questions. Je pense que la 4e question oui. sur cette page-là, j'en ai pas parlé, donc je vais peut-être me permettre de répondre à cette question-là. Quels sont les traitements en cas de contamination par la COVID pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires? En fait, la réponse, c'est les traitements habituels que les patients vont recevoir, ils vont les recevoir. Donc, par contre, il y a certaines particularités où on va prendre des précautions, je vous dirais, plus supplémentaires, je dirais, pour protéger autant les patients sur l'étage et aussi le personnel infirmier et les autres professionnels de la santé, où il y a des changements de masques, des masques qui sont plus étanches, les patients qui reçoivent une ventilation à la maison vont voir un changement de ventilateur quand ils vont arriver à l'hôpital. Ils vont aller dans une chambre qui est particulière, qui a une ventilation qui est adaptée pour un patient qui a la COVID et également tous les traitements qui sont faits habituellement lors d'une infection virale sera fait comme d'habitude. Okay. Avec des mesures, je vous dirais, plus sécuritaires pour les professionnels de la santé, mais tout va être fait. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à rajouter à ce sujet-là? Je peux passer aux prochaines questions. Juste ajouter une question qui s'en viennent la saison hivernale. Ce que les gens espèrent, c'est le fait qu'on va tous faire plus attention, puis porter nos masques, puis laver nos mains, qui sont des mesures de base pour la prévention de toutes les infections respiratoires, pas juste la COVID, va nous protéger, puis protéger nos patients contre ces autres infections-là. Mais on ne le sait pas. Fait qu'on revient encore à ce qu'on répète, puis on répète, on porte notre masque, puis on se lave les mains. Ça, là, ça vaut plus que tous les discours qu'on peut avoir à tout niveau. Merci, Dr. Fournier. Alors, la prochaine question. On parlait de la fratrie ou des parents pour les jeunes ou les enfants qui ne retourneront pas à l'école. Je sais qu'il y en aura très peu, mais quand même, pour ces personnes-là, est-ce que la fratrie ou les parents qui travaillent à l'extérieur ou que continuent d'aller à l'école, est-ce que ça représente un risque pour la personne atteinte qui reste à la maison? Docteur Soucy, vous voulez répondre? Oui, excusez-moi, oui. Oui, pardon. Donc, c'est comme tout virus, hein, quand on est exposé, on peut le ramener à la maison, que ce soit à une garderie ou peu importe. Donc, le groupe, quand on s'est rencontrés, ce qu'on disait, c'était que, bon, le peu de patients, je pense qu'on peut les compter sur une main ou peut-être 2 mains là, qui rentrent dans les critères, dans les recommandations de rester à la maison. Le groupe a émis la recommandation que la fratrie et les parents peuvent aller à l'école ou aller travailler. Bien sûr, comme le Dr. Fournier vient juste de dire, bien, je veux dire, le risque est jamais zéro. Par contre, en respectant les mesures de lavage des mains, la distanciation, le masque, ça demeure ça la plus grande protection de ramener le virus à la maison. Et puis, être attentif aux symptômes aussi. Donc, le groupe, on ne recommandait pas que la fratrie et que les parents, bien sûr, si l'enfant reste à la maison, là, il y a toute une organisation pour les parents. C'est possible que le parent doit rester à la maison pour l'enfant, ça c'est sûr. Mais pour la fratrie, ce n'était pas recommandé qu'il reste à la maison. Je dis ça, mais toujours, chaque famille est différente, chaque cas est différent. Je pense qu'il faut que vous parlez à votre équipe, parlez à votre médecin, à l'infirmière de votre équipe d'un cas spécifique, mais c'était plus les recommandations générales qu'on s'est parlé en groupe, c'était ça.
Je peux peut-être répondre à l'autre question, Mme Oui, Bolduc, le temps s'il qu'elle vous est là. plaît. Donc, Merci. Ouais. que sait-on des pays ayant déjà expérimenté le retour à l'école? Mais écoutez, à travers le monde, on vit ça tous en même temps. Hein? Donc, c'est pas, il y a des petits décalages un peu, là, dépendant si on est à l'est ou à l'ouest et tout ça. On en parlait un petit peu tantôt. Il y a quelques pays qui n'ont pas fait, comme la Suède, qui n'ont pas fait de confinement. En fait, un confinement sélectif, là, puis un peu différent. Mais les gens retournent à l'école, les enfants retournent à l'école à travers le monde là, avec les vacances d'été. Et j'ai pas notion, en tout cas, j'ai pas beaucoup on n'a pas beaucoup de données là, quant au retour à l'école dans le reste du monde. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont d'autres informations, mais on dirait que tout le monde retourne à l'école en même temps. Donc, ça va à suivre cet automne, mais pour l'instant, c'est ça. Est-ce que il y a des régions du Québec à l'extérieur de Montréal qui sont retournées à l'école au mois de mai? Est-ce que les enfants atteints de maladies neuromusculaires aussi sont retournés à l'école dans ces régions-là? Bien, je peux parler pour l'Estrie parce que là, vous êtes à Montréal les deux. Oui, c'est ça. Donc, Oui. nous, on a tourné en Estrie. On faisait partie des régions qui ont retourné à l'école. Et puis, c'est sûr que le contexte est un petit peu différent. Je vous dirais que la moitié de nos patients de la clinique neuromusculaire ont retourné à l'école, peut-être un petit peu moins que la moitié. Je dirais peut-être 25-35% grossièrement. Mais il y a beaucoup de parents qui étaient à la maison au début parce que, vous vous souvenez, le confinement, c'était généralisé. Les bureaux étaient fermés, tout ça. Donc, comme ça, les parents restaient à la maison. Donc, c'était pas nécessairement, c'était plus par choix parce que les parents étaient à la maison que d'une peur de retourner à l'école. Moi, mes patients là, comme je vous disais, de ma clinique, je vous dirais moins de la moitié, peut-être 30% ont retourné, puis j'ai eu aucune problématique avec aucun de mes patients. En Estrie, on a eu quelques éclosions dans des écoles, 2 écoles à Sherbrooke, mais c'était des écoles, donc ça a été rapidement pris en charge et il n'y a pas eu d'hospitalisation de ces enfants-là du tout au CHU-Fleurimont. Merci beaucoup. J'ai une autre question qui est peut-être un petit peu plus spécifique, mais je trouvais que c'est important de la poser parce que ça concerne quand même l'usage du BiPAP et du Cofassist. Ce qu'on dit, c'est « Mon enfant atteint d'amyotrophie spinale de type 2 commencera à la maternelle. Il a besoin de BiPAP la nuit, mais pas le jour. De plus, lors de rhume, il doit avoir son BiPAP presque en tout temps, faire son Cofassist et sa machine à succion aux 4 heures. Sinon, il va directement à l'hôpital pour une pneumonie. Cet enfant-là, selon le parent, est dans une zone grise. Je sais que vous ne pouvez pas faire de recommandations spécifiques. Qu'est-ce que vous diriez à ce parent-là? Je pense que ça va être important que vous en parlez avec votre médecin, votre pneumologue, parce que typiquement, s'il y a ces traitements-là, il y a un pneumologue qui est impliqué. Puis je pense qu'il faut l'adresser à votre pneumologue à ce moment-là, parce qu'il y a tout un circonstance et chaque cas est très spécifique. Donc, moi, je vous référerai à votre pneumologue. Puis en plus, je pense que ce que les gens vont faire, quand l'enfant commence à être malade puis commence son rhume, on va le retirer de l'école aussi, là. On ne laissera pas l'enfant continuer à aller à l'école s'il est malade. Il va falloir qu'il soit testé, les autres autour. Fait que je pense que les gens vont être très, très, très prudents pour les enfants qui sont malades de ne pas contaminer leur... Oui. Merci, Dr. Fournier. Je me permets de poser une autre question que j'ai eue parce que c'est un petit peu en lien. C'est une question qui ressemble un petit peu. La personne me dit que l'utilisation du BiPAP et du Cofassist est interdite en classe. Qu'est-ce qu'on fait si l'enfant entre en détresse respiratoire, par exemple s'il s'étouffe dans ses sécrétions, alors que ces appareils-là sont interdits dans les classes? Mais en fait, concrètement, il faut comprendre actuellement dans les écoles, ils n'ont pas d'équipement qui a une filtration qui est parfaite pour toutes les gouttelettes aérosols. Et en conséquence, les traitements qui ont un risque de contamination importante, à moins qu'on trouve des solutions, il y a actuellement des équipes qui travaillent à trouver des solutions là-dessus. En attendant ces solutions-là, les traitements en général
si l'enfant est stable, qu'il n'y a pas de danger imminent pour sa vie, ne seront pas faites. Donc, par contre, si l'enfant, il y a un danger imminent pour sa vie, c'est sûr que vous comprendrez que les professionnels qui vont être là vont faire leur possible, ils vont l'isoler dans une pièce, ils vont faire le traitement en attendant l'ambulance. Mais concrètement, si le patient, il n'y a pas de danger imminent pour sa vie, à ce moment-là, les traitements ne vont l'enfant va être isolé dans une pièce en attendant que l'ambulance arrive ou que la famille puisse aller le chercher dans un exemple que le patient fait de la fièvre, qui a un petit peu plus de toux, de sécrétion. Voilà. Merci, Dr. Nguyen. Je passe à la question suivante. En fait, j'ai regroupé 2 questions. Pour les enfants qui retournent à l'école, quelles seront les raisons ou les symptômes pour le garder à la maison et la durée? Tantôt, Dr. Fournier, vous parlez, c'est évident que quand un enfant est malade, on ne l'envoie pas à l'école. Il y en a qui ont certains symptômes, mais ils sont quand même assez en forme. Et si on le retire de l'école parce qu'il y a certains symptômes de rhume, disons, quelle est la durée? Puis ça, on parle des facteurs internes. Puis je vais tout de suite poser la deuxième question. C'est quoi les conditions extérieures? Si on apprend que quelqu'un dans la classe a un rhume ou, bon, c'est sûr que s'il y a une éclosion à l'école, j'imagine qu'il faut prendre ça au sérieux. Dr. Ciotta, vous vouliez répondre à cette question-là? Je pense aussi avec Dr. Soucy, je pense que pour les raisons ou symptômes pour le garder à la maison, mais c'est comme d'habitude. S'il a de la fièvre, s'il vomit, s'il a la diarrhée, tous les symptômes qui font que d'habitude, on n'envoie pas les enfants à l'école. C'est sûr qu'on ne l'a pas encore testé, mais c'est sûr que les enfants qui vont avoir de la fièvre et des symptômes compatibles avec la COVID, ils vont être gardés à la maison, puis ils vont être testés. Et comme ça a été fait, ça a été plutôt vraiment bien pensé, je trouve. Ils vont être dans une bulle dans l'école. Ils seront dans la même classe. Et donc, certainement, les autres élèves vont être aussi testés. Donc, les raisons ou symptômes pour le garder à la maison, c'est comme d'habitude. Et la durée, ça va dépendre de la cause. Et si c'est la COVID, il va falloir qu'il n'y ait plus de symptômes. Y a-t-il des conditions extérieures qui me pousseraient à garder mon enfant à la maison? C'est toujours le même. S'il y avait une éclosion même d'autres virus que la COVID ou la COVID dans la classe, c'est sûr que les élèves de toute la classe vont être gardés à la maison, vont être testés. Voilà, c'est ce que je pense. C'est ce qui est. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce qui va malheureusement arriver assez souvent pour les enfants. Quand il y en a un qui a de la fièvre, c'est ça. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé ici là, dans les 2 écoles qu'on a eues. Un enfant qui s'est présenté. En fait, c'est qui a contracté le COVID d'un parent testé positif. Donc, l'enfant peu ou pas malade. Et puis, la classe dans laquelle il était, parce que c'était des classes qui étaient en bulle, ont été testées et puis retourner en classe après le test négatif et tous les enfants étaient sans symptômes. Donc, pour retourner à l'école, ça prend un test négatif et qu'il n'y ait pas de symptômes. Et la durée des symptômes, mais encore là, ça dépend un petit peu là, si c'est habituellement, c'est quelques jours, je dirais, mais chaque enfant est différent. Merci. Et là, les questions à propos des masques ou des visières. Mon enfant a une maladie neuromusculaire. Est-ce qu'il doit porter un masque? Est-ce que c'est dangereux pour mon enfant de porter un masque? Est-ce que la visière est préférable? Et dans quelle situation mon enfant devrait porter un masque? Est-ce que, Dr. Nguyen, vous voulez répondre à cette question-là? Donc,
est-ce que mon enfant doit porter un masque? Je vous dirais que généralement, le masque est recommandé pour autant que l'enfant est capable de l'enlever et capable de le supporter selon son âge. Quand je parle de supporter selon son âge, c'est que moins de 2 ans ne le recommande pas, comme vous le savez. Il faut vraiment suivre les recommandations de santé publique. On l'offre à l'enfant, au jeune enfant, 2 ans et plus. S'il accepte, tant mieux. C'est sûr que selon les recommandations de santé publique, il va falloir qu'un certain groupe d'enfants qui sont plus âgés, 10 à 12 ans et plus, c'est fortement recommandé. Donc, est-ce que s'il le tolère, c'est sûr qu'il est mieux qu'il porte un masque. Est-ce qu'il doit le porter, le masque, dans la classe si la distanciation sociale est respectée? À ce moment-là, la réponse, c'est si les 2 mètres sont respectés, en général, il n'a pas besoin de porter le masque en tant que tel. C'est sûr que chaque province a aussi une vision différente. Au Québec, en tant que tel, dans la classe, il n'y a pas besoin de porter le masque, surtout s'il y a le respect des 2 mètres. Est-ce que la visière est préférable? En fait, les études ont montré que le masque est en fait supérieur en termes de protection que la visière. La visière est vraiment recommandée dans des circonstances vraiment de COVID important où on parle des tâches de COVID ou encore les CHSD. Donc, à ce moment-là, la visière n'est pas recommandée, certainement pas pour la fréquentation scolaire. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent… Docteur Nguyen, j'aurais aimé qu'elle nous dise si c'est dangereux pour les enfants qui ont des maladies neuromusculaires de porter un masque. Donc, est-ce que… Oui, je vais répondre à cette question-là. Donc, est-ce que c'est dangereux? En tant que tel, le masque, en fait, c'est dangereux de ne pas le porter quand on est dans des circonstances qui nous mettent à risque. Donc, si on ne peut pas respecter le 2 mètres, c'est même plus à risque de ne pas le porter et d'attraper l'infection. Nous, en fait, notre société, la Société canadienne de toxicologie, donc notre société canadienne, a revisé, a fait des recommandations en tant que telles. Il n'y a aucune maladie respiratoire qui empêche le port du masque et que représenterait une contre-indication pour le port de masque. Donc, les maladies respiratoires ne représentent pas une contre-indication pour le port du masque. Au contraire, les patients avec une maladie pulmonaire chronique, c'est recommandé de porter le masque selon les recommandations de santé publique. Merci beaucoup. Alors, c'était les dernières questions. Je vais arrêter de partager mon écran. C'était les dernières questions que j'avais notées sur la présentation, mais j'en ai noté d'autres. Alors, je vais y aller. Bon, celui-là, on en a parlé. Puis, je pense que vous l'avez dit, mais peut-être que ce serait nécessaire de le répéter. Qu'en est-il d'un enfant ou d'un jeune qui est ventilé la nuit seulement et pas le jour? Docteur Nguyen, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, mais peut-être que ce serait important de le répéter. Donc, ça dépend un petit peu de la raison pourquoi on a ventilé l'enfant, en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, souvent dans la maladie neuromusculaire, on ventile parce qu'il y a une rétention de ce qu'on appelle le gaz carbonique, ce qui est le déchet du corps, à cause de la faiblesse musculaire. Mais aussi, parfois, on va ventiler l'enfant à cause de l'apnée du sommeil. Si c'est pour l'apnée du sommeil, je peux vous dire qu'en général, il n'y a pas de faiblesse de muscle. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de risque augmenté à des complications à la COVID. Ceux qui ont une ventilation à cause d'une faiblesse musculaire et une rétention du gaz carbonique, à ce moment-là, ça dépend d'autres facteurs de leur santé et il faut à ce moment-là discuter avec leur médecin. Donc, chaque patient est différent et ça dépend aussi de l'ampleur, la sévérité de l'atteinte des muscles respiratoires et d'autres problèmes de santé. Donc, ça, c'est vraiment du cas par cas. Donc, il faut en parler avec leur médecin à ce moment-là. Merci. J'ai une autre question, puis celle-là, je pense que vous allez me dire que c'est du cas par cas, mais je vous la transmets quand même. On me dit, qu'en est-il d'un adulte de 26 ans sans support respiratoire? Est-ce que plus de danger durant la COVID?
Je sais pense... que vous êtes vous avez une spécialité pédiatrique, alors. Ouais. Allez. Mais je n'ai pas plus de détails, juste un patient neuromusculaire, 26 ans, c'est ça? Ou il y a une maladie associée? Neuromusculaire. Okay. C'est très vague. Hein? Donc, je pourrais, comme je l'ai mentionné, j'ai parlé avec mes collègues pneumologues adultes, entre autres des collègues qui travaillent particulièrement pour les patients ventilés et les neuromusculaires. Et comme je dis, la vaste majorité, en fait, on a eu seulement quelques cas avec les neuromusculaires COVID positifs, mais ceux qui l'ont eu ont très bien passé à travers leur épisode. Il y a eu des complications plus sévères pour les patients beaucoup plus âgés, mais pour les jeunes, et moi je considère le 26 ans encore jeune, en général, ils n'ont pas eu de complications. Donc, je pense que le risque est petit, bien sûr, et je module ça avec le manque d'informations dans cet énoncé-là. Parfait, merci beaucoup. On me demande une question qui est plus générale. Je pense qu'on en a touché un petit peu, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, mais pas spécifiquement. Est-ce que vous avez des données internationales avec des enfants qui ont attrapé, des enfants qui ont des maladies neuromusculaires, qui ont attrapé la COVID-19? Docteur Soucy? J'aimerais ça. On attend, c'est nouveau comme pandémie, c'est nouveau en médecine, toute la littérature, on parle de mois d'années, tu sais, avant de tout rassembler ça. On a des articles qui ont sorti de façon rapide, de façon... Hein, on ne voit jamais ça en médecine. Hein? Des articles qui ont sorti après 2 mois, 3 mois de pandémie. C'est du jamais vu. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Donc, non, on n'en a pas parce que c'est tellement nouveau. Il y a pas assez de chiffres, pas assez de patients, je pense. Puis ça nous fait dire que la population neuromusculaire est pas surreprésentée dans le COVID. Donc, c'est pas une population qui ressort comme disant « Hey, ceux-là sont vraiment plus malades que, je ne sais pas moi, les enfants avec l'arthrite, les enfants avec les cancers sous chimio et tout ça. » À date, en tout cas, dans moi, ce que j'ai vu, puis mes collègues peuvent me corriger, on n'a pas de données internationales qui sont ressorties de façon claire, nette et précise. C'est souvent du cas par cas, des case reports, comme on appelle nous. Les case reports, c'est des médecins qui publient des cas qu'ils ont vus. Moi, je n'ai pas notion de ça du tout depuis 6 mois, 9 mois de pandémie. Oui. On aimerait beaucoup avoir ces données-là. Oui, bien, ça va venir. C'est ça, c'est nouveau. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ça va être différent. On va avoir un recul, on va pouvoir analyser plusieurs choses, pas juste les maladies neuromusculaires, mais beaucoup d'autres choses, les cardiopathies, les épileptiques, bref, on peut toutes les nommer. Mais maintenant, c'est juste trop tôt, puis on n'a juste pas. Mais en tout cas, à date, il n'y a rien qui ressort comme population plus atteinte ou plus malade que les autres. OK. Bien, merci beaucoup. J'ai une autre question. Il me reste 2 questions. Il y en a une qui concerne aussi des adultes. Et bon, c'est un peu spécifique. C'est des enfants de 23 et 25 ans atteints de Steiner. Ils n'ont pas de problème respiratoire connu, mais ce sont des personnes qui s'étouffent. Qu'est-ce que... avez-vous quelque chose à dire à ce sujet-là où on leur recommande de s'informer auprès de leur neurologue ou de leur médecin généraliste? Bien, je pense que excuse-moi, Étienne, oui, c'est ça, c'est du cas par cas, il s'étouffe, mais nous, notre travail, c'est voir pourquoi il s'étouffe. Il y a peut-être quelque chose qui le mettrait plus à risque qu'un autre patient. Donc, c'est comme tout dans notre travail à nous, quand on a des questions comme ça, il faut questionner. On prend 5, 10, 15 minutes avec la famille pour savoir c'est quoi la problématique sous-jacente. Bon, il y a un Sternet, ça va, mais pourquoi il s'étouffe maintenant? Est-ce que c'est son Sternet? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est donc... C'est pas simple là, comme ça en 2 minutes. Il y a une multitude de questions qu'il faut se poser, mais je pense que c'est mieux, ce serait plus sécuritaire, je pense, de parler à un médecin
qui suivent vos enfants, là, vos jeunes adultes. Mais c'est bien de vous poser la question, par exemple. J'encourage les parents qui se posent des questions. Il n'y a pas de questions niaiseuses, il n'y a pas de questions inutiles. Vos enfants, si vous êtes ici, c'est parce qu'ils ont une maladie particulière, ils sont suivis attentivement pour ça. Vos questions, ils sont corrects. En tout cas, on va les prendre, on les répond, puis il n'y en a pas de questions niaiseuses. Puis il ne faut pas se gêner d'appeler vos cliniques, d'appeler l'infirmière, parler au médecin selon l'arrangement de votre clinique. Et puis, je pense que c'est certainement notre travail de répondre à ces questions-là. Ça fait partie de notre travail et il faut le faire. Merci beaucoup, Dr. Soucy. Je vais juste déjà ajouter que Oui. c'est très bien dit, puis je n'ai pas rien à rajouter parce qu'il a dit exactement ma pensée. Ah, super. Ben, merci beaucoup. Ma dernière question, on a parlé tout à l'heure du vaccin ou des risques de l'influenza, puis des infections respiratoires. Est-ce que ces choses-là augmentent les risques de complications liées à la COVID-19? En fait, je pense que je vais répondre à cette question-là. Est-ce que ça augmente le risque? Parce qu'il faut comprendre qu'à chaque fois un enfant attrape une infection virale, il y a plusieurs scénarios. Il peut passer à travers de façon assez bénin, avoir peu de symptômes, mais d'autres peuvent amener une détérioration de leur état clinique et ce qu'on appelle une détérioration en plateau, c'est-à-dire qu'ils perdent vraiment les forces musculaires de façon plus importante à leur niveau qu'il était avant leur infection. Puis s'ils perdent davantage de force musculaire, oui, à ce moment-là, ils sont plus à risque d'une prochaine nouvelle infection. Donc, la réponse, oui, c'est pour ça qu'il faut faire toutes les précautions qui ont été nommées déjà préalablement, lavage de mains, port du masque, vaccination telle que recommandée par vos cliniques. Donc, la réponse, c'est oui à cette question-là pour les raisons mentionnées. Merci beaucoup, Dr. Nguyen. Merci beaucoup à tous les conférenciers, Dr. Fournier, Dr. Ciotat, Dr. Soucy, d'avoir été là, d'avoir répondu aux nombreuses questions. J'ai eu quelques commentaires me disant que la conférence était très appréciée, ça apaise le stress chez les parents. En tout cas, les gens ont l'air très satisfaits. Je vous remercie d'avoir été là. Moi, je veux juste repartager une dernière fois mon écran pour vous montrer cette adresse courriel-là, research@commercialmuscle.ca. Si vous avez des questions concernant des diagnostics, concernant des conditions particulières, des questions reliées à la COVID, vous pouvez écrire directement à cette adresse-là. Et là, nous, on a un comité scientifique à Dystrophie musculaire Canada qui va s'occuper de répondre. On a un comité qui va s'occuper de répondre à ces questions-là. S'ils ne sont pas capables d'y répondre, bien, ils ont tout un réseau. Ils vont aller chercher la réponse. Alors, n'hésitez pas à utiliser cette adresse-là ou d'appeler à notre numéro 1-800 à l'extension 3102. C'est mon extension. C'est la même chose pour moi. Ce n'est pas moi qui va répondre à votre question, mais je pourrai consulter notre comité des spécialistes, des experts pour arriver avec une réponse qui va vous convenir. Alors, merci beaucoup à tous. On va vous faire parvenir demain un petit sondage de satisfaction. C'est très important pour nous de s'améliorer. Comme je vous disais, c'est la première édition en français. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires pour qu'on puisse s'améliorer. Et suivez notre page Facebook ou notre site Internet pour les prochaines éditions. Alors, merci beaucoup à tout le monde.